Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Ouais, attends, Steph, t'as pas un avion à prendre? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors aujourd'hui je profite de ce cadre assez sympa pour vous présenter cette nouvelle vidéo. On est en Thaïlande. Alors j'ai la chance d'avoir des parents qui prennent leur retraite en Thaïlande, donc je vais les voir un petit peu de temps en temps. Et donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, non pas sur mes vacances parce qu'on s'en fout de mes vacances, hein, mais la Thaïlande et le milieu de l'eau et donc de l'aquariophilie sont assez liés. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu tout ça, enfin tout ce que je vais voir, tout ce que je vais croiser. Ce sont des choses que vous pourrez voir vous-même aussi si vous venez en Thaïlande. Donc on va vous montrer tout ça en images. La Thaïlande, c'est quoi? Des plages de rêve à perte de vue? Des montagnes karstiques qui bordent des forêts primaires? Des temples où l'on vient faire le vide et chercher la zénitude? Des villes actives? De grands centres commerciaux? Des marchés? De la street food? Un pays qui contraste entre tradition et modernité? Un climat tropical? Bon. Bon, bah, je crois que pour la piscine, c'est mort. Hein. De l'électricité. Des curiosités. La Thaïlande, c'est aussi un pays d'Asie du Sud-Est, anciennement royaume du Siam. Ce pays est bordé de la Birmanie à l'ouest, de la Malaisie au sud, du Cambodge au nord-ouest et du Laos au nord-est. Il fait à peu près 514 000 km², déjà assez grand, mais c'est beaucoup plus petit que la France tout de même, qui fait 672 000 km². Par contre, il y a 0,4% de sa surface en eau, ce qui correspond à un peu plus de 2000 km², et ce n'est qu'une estimation parce qu'il y a beaucoup de petits trous d'eau à droite et à gauche. Et on compte à peu près 70 millions d'habitants. En France, on n'a que 1747 km² d'eau. On a beaucoup moins d'eau en France qu'en Thaïlande. Au niveau du réseau hydrographique, donc on a des grands lacs de barrage, on a de grands fleuves, pas mal de retenues d'eau et beaucoup de petits canaux. On trouve de grandes étendues de barrages. Alors j'ai pas réussi à avoir les chiffres, mais on a par exemple le lac de Kaen Krachan avec son petit pont suspendu, magnifique. On a aussi le lac de barrage de Prantbury,
Il faut noter aussi que là-bas, la construction de plans d'eau est beaucoup moins contraignante qu'en France. Il n'y a pas d'écologie à outrance ou quoi que ce soit. Un paysan peut creuser un trou d'eau dans son terrain et de nombreux lacs de barrage sont construits régulièrement. En termes de fleuves, on a le Mekong qui descend de la Chine en direction du Vietnam. On a le Chao Phraya qui est un fleuve de 372 km de longueur qui est vraiment le plus grand fleuve de Thaïlande. Le pays compte de nombreux canaux nommés Klong qui permettent l'irrigation mais aussi la navigation et le transport de marchandises. Alors avant, on se servait de buffles pour tracter les embarcations. On trouvait aussi de nombreux marchés flottants. Malheureusement, tout ça a pratiquement complètement disparu. Les rares marchés flottants qu'on trouve encore sont plutôt destinés au tourisme. La modernité a fait son apparition et a complètement évincé tout ce qui est tradition. La Thaïlande, c'est aussi un pays d'aquaculture. On y élève toutes sortes de poissons et aussi d'animaux aquatiques. Alors, l'aquaculture traditionnelle, ça joue un rôle important dans le milieu rural pour un apport de protéines pour les gens. L'aquaculture existe à peu près depuis 80 ans en Thaïlande. C'est pas nouveau. Beaucoup d'aquaculture traditionnelle, mais aussi d'aquaculture moderne. Ils ont vraiment beaucoup d'expérience en la matière. Aujourd'hui, l'aquaculture ne sert pas qu'à alimenter le pays, mais aussi c'est un produit d'export de grande valeur. On produit principalement du tilapia, Oreochromis niloticus, du claria, alors il s'agit d'hybrides, des crevettes, comme la Macrobrachium rosenbergi, qui est une crevette d'eau saumâtre, la Peneus mododon, qui est la crevette tigrée, ou la Peneus japonicus, que l'on connaît sous le nom de gambas, et qu'on retrouve aussi dans nos étals chez nous. Il y a aussi une production de poissons destinés au marché de l'aquariophilie. Alors, je n'ai pas de chiffres, il y a beaucoup d'imports, d'exports, de production locale, c'est assez délicat. Mais les fameux bêtas, par exemple, que l'on a chez nous, viennent bien souvent de Thaïlande et bien d'autres espèces encore. Alors, ce qui est intéressant à faire lorsqu'on arrive dans un pays que l'on ne connaît pas, c'est d'aller visiter les marchés. Alors, si possible, les marchés aux poissons, mais aussi les grandes surfaces. Cela nous permet de nous faire une idée un petit peu de ce qui est produit ou vendu, en tout cas localement, et peut-être des espèces qu'on va pouvoir rencontrer aussi dans la nature. Alors ici, on est dans un marché avec pas mal de poissons et de crevettes, de crustacés, de moules. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça en image. Alors sur les étals, on trouve principalement du poisson marin, comme du barracuda, du snapper, et aussi des petits poissons, genre de maquereau, un petit peu de barramundi issu d'élevage. Là, on a du clarias, qui sont vendus vivants. Des crabes en tout genre. Et ensuite pas mal de calamars, de mollusques, des moules vertes, très très bonnes. Encore des crabes. Là on a un genre de coque, toute noire, avec une chair rouge. Nos fameuses rosenbergi, qui sont donc issues d'eau saumâtre. Nos crevettes tigrées, Penaeus monodon, et nos Penaeus japonicus. Là, on a des crabes bleus, magnifiques. Et puis non, vous ne rêvez pas, au milieu de ces poissons, on retrouve bien des fameuses limules qui viennent se reproduire sur les côtes et qui sont collectées à ce moment-là. Nous voici dans le Pronbury Forest Park. Alors, suite à une visite de la famille royale en 1982, un projet de réhabilitation de forêt a été ordonné. Alors cela a donné lieu à une vaste réserve de mangroves d'à peu près 324 hectares, c'est-à-dire 3,2 km². Ce site est en partie une ancienne ferme aquacole de production de crevettes qui a été totalement démantelée pour permettre la réalisation du projet. Alors je suis désolé pour la qualité de l'image, mais je filme le soir. Il est très difficile de visiter le parc en journée, la chaleur rend le site étouffant, donc les images vont être un petit peu floues, j'en suis désolé. Alors, la réserve comporte plusieurs parties, notamment une mangrove marécageuse, c'est celle que nous allons visiter,
une mangrove mature, on va en voir une petite partie. Ensuite, il y a des marais salants, etc., etc. Cette réserve est traversée par la rivière Prandbury. C'est le barrage qu'on voit quand je fais l'introduction de la vidéo. Donc un très grand barrage qui donne lieu en fait à une petite rivière qui va se jeter à la mer au niveau justement de cette réserve. Alors comme cette réserve est proche de la mer, elle est soumise à l'influence des marées. Ces marées sont intéressantes parce qu'elles permettent de générer pas mal de dépôts de sédiments justement au pied des palétuviers. Donc ce sont les arbres qui constituent la mangrove. Et ça permet de créer un écosystème particulier. En sachant que cette sédimentation, cette vase est vraiment indispensable. Alors, les forêts de mangrove jouent un rôle très important à la fois écologique, grâce donc à l'écosystème qui est généré, qui abrite une faune très diverse. Ici, on a différentes espèces de crabes. Alors, j'ai pas réussi à toutes les identifier, mais on a le Perrhizesarma eumolpe, c'est celui qu'on voit ici avec cette espèce de bande bleue électrique, un très joli crabe. On a aussi le Perrhizesarma indiarum. Alors, je pense pas avoir des images de celui-ci, mais je l'ai observé pas mal de fois. On a aussi ce crabe violoniste. Alors, j'ai pas du tout trouvé le nom. C'est très difficile de rechercher les noms sur Internet, sur une localité comme celle-ci. Il y a pas mal d'espèces d'escargots différents, de Berner l'ermite, qui colonisent les coquilles d'escargots. Voici un Cyritidé decollata et un Cassidula nucleus. Il y a des poissons. On a le Periophthalme, qui est une espèce de gobie marcheur qui peut vivre un petit peu hors de l'eau. Et là, on a des demi-becs, appelés aussi Dermogenis siamensis, très très communs en Thaïlande. Mais il y a aussi 110 espèces d'oiseaux, dont 4 de martin-pêcheurs, et certaines sont très très rares. Alors, les racines de mangrove des palétuviers, donc, retiennent également le littoral. En fait, il y a une énorme érosion du littoral à la suite des tempêtes, etc., etc. Et ces racines permettent de retenir justement les sédiments et du coup d'éviter que la mer ne progresse dans les terres. La vase permet de constituer aussi à la fois des abris et une zone d'alimentation pour divers animaux. Ici, on retrouve des terriers, mais aussi des cheminées, donc, qui ont été probablement construits par des crabes ou des animaux vivant dans cette vase. Cette vase aussi sert de support de nourriture. C'est tout un écosystème qui est créé dans cette vase et qui donc sert de base alimentaire pour des crabes, etc., etc. Alors, on retrouve, on va dire grosso modo, des palétuviers rouges qui sont plutôt en bord de mer, des palétuviers blancs qui sont un petit peu plus haut dans la mangrove, qui vont se mélanger à des palétuviers rouges un petit peu plus petits. Ensuite, on a à la fin les palétuviers blancs de forme mature, qui sont la transition avec les marais ou les forêts marécageuses. Donc pour visiter ce site, qui fait à peu près 3,2 km², on doit emprunter un ponton qui fait à peu près 1,1 km de long, qui va vous permettre de faire une petite promenade tout le long de la mangrove, avec un point de vue qui va vous offrir une vue imprenable. Ce qui est impressionnant aussi ici, c'est le bruit, le son. La mangrove est vraiment vivante et on entend des craquements permanents, des choses qui tombent dans l'eau, des animaux qui vivent, qui font bouger de l'eau. C'est vraiment impressionnant. Alors, ici on a une gousse de palétuvier. Donc, elles poussent sur les arbres et une fois qu'elles sont matures, elles vont tomber dans l'eau, se planter dans la vase et donner naissance à un nouvel arbre. Alors j'espère que cette petite visite de cette mangrove vous a plu. À présent, je vais vous montrer 2 éléments qu'on peut retrouver dans nos bacs, qu'on peut introduire dans nos bacs. Vous allez vite comprendre. Et puis on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Il y aura un 2e épisode la semaine prochaine. Alors là, on est en bord de mer. On a toute une rangée d'arbres qui s'appellent des philao. Ça ressemble un petit peu à des conifères, mais ce ne sont pas des conifères, ce ne sont pas des résineux. Et ils produisent des petits fruits qui ressemblent un peu aux fruits d'aulne qu'on met dans nos aquariums. Et ça marche aussi, dans les bacs à crevettes, on peut le faire. Donc ça fait des refuges pour les juvéniles, des supports de bouffe, c'est pas mal. Voilà ce qu'on peut trouver un petit peu sur le sol ici.
Les fameuses feuilles de catapa qu'on met dans nos aquariums hein, pour acidifier l'eau. On l'utilise dans les bacs à crevettes, mais aussi dans les bacs un peu biotopes, avec une eau noire. Donc ben voilà, on a le Terminalia catapa, donc c'est l'arbre qui produit ces feuilles. C'est un bel arbre hein, qu'on trouve en bord de mer, dans les zones un petit peu humides. Alors ici on est vraiment en bord de mer. Voilà, notre Terminalia catapa. L'arbre à feuilles de catapa.